Donc bonjour, je suis Serigne Bassiroulo, docteur Serigne Bassiroulo, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis le tuteur du cours de politique sociale de docteur Jimmy Adesina. Donc j'assure la présentation du cours pour le public francophone. Euh, donc l'objectif de ce cours, c'est de présenter les principes et l'économie politique de la planification et du développement. Aujourd'hui, je vous présente le premier module de ce cours. Et ce cours est destiné aux planificateurs du développement et également de présenter les idées contemporaines du développement ainsi que les principes de la planification. Alors, donc, le premier module que je vais vous présenter aujourd'hui a pour objectif essentiellement de mettre l'accent sur la transformation des économies africaines, dont le besoin s'est fait se ressentir depuis disons, le début de la pandémie. Donc aujourd'hui, la pandémie de la COVID-19 a accéléré aujourd'hui la nécessité de transformer nos économies pour pouvoir avoir une capacité de production interne capable de répondre à la demande des populations. Alors, donc, il faut se dire que la COVID-19 aujourd'hui a déclencher ou intensifier le sentiment d'un repli sur soi, n'est-ce pas? Donc, chaque pays essaie aujourd'hui d'organiser sa production de telle sorte qu'il pourra répondre aux besoins de ses populations. Hein, parce qu'on a vu avec la pandémie une progression de la fermeture des frontières, n'est-ce pas? Donc, chaque pays, il y a un repli sur soi. Alors donc aujourd'hui, pour les économies africaines, alors même si les effets de la pandémie, disons, sont un peu maîtrisés parce que la pandémie ne tue pas autant qu'elle tue dans les pays européens et en Amérique. Mais aujourd'hui, il y a un sentiment, il y a une nécessité véritable de procéder à une transformation des économies africaines. Alors, donc, le premier module de ce cours met l'accent sur cette transformation économique des pays africains. Alors, donc, le premier slide, euh, disons, introduit les termes de développement économique et de progrès. L'idée de progrès économique est souvent associée à celle du développement parce que ces deux notions sous-entendent généralement une progression des économies, une progression des conditions de vie des habitants. Alors, donc, quand on parle de progrès, donc la finalité, c'est une amélioration des conditions de vie des populations, une disponibilité d'une plus grande quantité de biens et services pour les populations, une augmentation du niveau de vie et une augmentation de la qualité de vie. Donc, c'est ça la finalité du progrès. De même, le développement économique également, sa finalité, c'est aussi une amélioration de la qualité de vie, des conditions de vie. Alors, cependant, le terme de développement économique est plus récent. Ça date de l'après-guerre. On peut considérer également l'idée du progrès comme un précurseur du développement. Donc, c'est un concept qui a évolué dans le temps, n'est-ce pas? Avant, on parlait de progrès, mais juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'idée du développement économique qui a un peu pris le relais, n'est-ce pas? En tout cas, dans la discipline des sciences économiques. Euh, L'idée du progrès est souvent liée à la Renaissance. Donc, on commence d'abord par préciser, disons,
cette idée, une précision conceptuelle de l'idée du progrès, qu'est-ce que c'est que le progrès, comment ce terme a évolué à la Renaissance et après la Renaissance. Alors, donc, à la Renaissance, le progrès était considéré comme un phénomène séculaire. Donc, le jumelage du mercantilisme et de la laïcité a produit la réinterprétation de l'idée d'Aristote selon laquelle le progrès est le résultat de nos bons comportements, de nos bons comportements civiques, n'est-ce pas? Alors, donc, le mercantilisme, c'est quoi? Le mercantilisme, c'est un courant de pensée économique qui défend l'idée selon laquelle la richesse des nations provient de l'accumulation des métaux précieux. Alors, donc, le jumelage entre ce courant de pensée et également la laïcité, n'est-ce pas, a produit la réinterprétation de l'idée d'Aristote. L'idée d'Aristote par rapport au progrès, c'était quoi? C'était que le progrès provient de nos bons comportements. Donc, c'est un résultat, c'est l'aboutissement de nos bons comportements, de bons comportements civiques. Alors, donc, pour avoir le progrès, d'après cette idée, il faut faire le maximum de bien, n'est-ce pas? Donc, fondamentalement, le progrès, à partir de ce moment, provient du travail de l'homme, n'est-ce pas? Donc, le travail de l'homme devient le moteur du progrès. Et de ce point de vue, l'éducation devient le moyen, parce que pour pouvoir avoir le maximum de bien de la part des individus, il va falloir les éduquer, les former. Voilà. Donc l'éducation devient à partir de ce moment le moyen, n'est-ce pas, pour avoir le progrès. Alors, le progrès maintenant post-Renaissance, parce que le progrès, c'est ça la conception de ce terme-là à la Renaissance. Maintenant, post-Renaissance, quelle est la conception que les scientifiques ont de ce terme de progrès? Alors, de la fin de la Renaissance à la post-Renaissance, à partir du 19e siècle, l'histoire est considérée comme garant du progrès plutôt que l'éducation civique. Donc, le progrès devient un phénomène inéluctable. C'est-à-dire que c'est le temps en réalité qui détermine le progrès. Donc, toutes les sociétés sont censées progresser positivement. Alors, de ce point de vue, la théorie de la sélection naturelle de Darwin devient la théorie dominante pour expliquer le progrès. Donc, le progrès devient aussi comme une sélection naturelle. Donc, toutes les sociétés sont censées véritablement avoir un progrès, connaître le progrès. Alors, le progrès, d'après cette conception post-Renaissance, donc c'est un phénomène qui ne dépend que du temps. Voilà, donc c'est une question de temps. Euh, maintenant, ce terme également de progrès, il y a des compréhensions à peu près différentes. Si on se base sur les disciplines émergentes, à savoir la sociologie et l'économie. Alors, en sociologie, qu'est-ce qu'on entend par progrès? Alors, en sociologie, ce qu'on entend par progrès, c'est une évolution sociale, n'est-ce pas? Une progression historique hein, qui a comme conséquence une hiérarchie des sociétés. Donc, avec le progrès, l'aboutissement, la finalité, c'est une hiérarchisation des sociétés. Donc, fondamentalement, d'après cette discipline, cette science sociale, avec le progrès, on passe parce que la société passe par des étapes. Donc, avec le progrès, on passe d'une société de conquête à une société de défense, à une société industrielle, n'est-ce pas? Alors, en d'autres termes, de la sauvagerie, d'une société de barbarie, d'une société civilisée, société traditionnelle, une société moderne. Donc, le progrès, c'est véritablement le passage, n'est-ce pas? C'est lorsque la société, n'est-ce pas, subit des transformations en suivant ces différentes étapes. Donc, l'étape ultime du progrès est véritablement une société moderne. Alors, maintenant, en économie, qu'est-ce que l'on pense en économie? Quelle est la conception, disons, la conception des économistes du progrès?
Alors, en économie, on pense que le progrès est compris. Le progrès est une accumulation. Est une accumulation. C'est une évolution en réalité, une évolution qui est issue d'une accumulation du capital, n'est-ce pas? Et là, c'est l'idée d'Adam Smith. Adam Smith, c'est le père de la science économique, n'est-ce pas? C'est l'auteur qui a écrit la recherche sur la cause et la nature de la richesse des nations en 1776. Et cet ouvrage est considéré comme l'ouvrage qui a fondé véritablement la science économique. Donc, il est considéré comme le père de la science économique. Donc, pour lui, le progrès, ça vient de l'accumulation du capital, l'accumulation mercantiliste. Alors, j'ai rappelé tantôt que le mercantilisme, c'est un courant de pensée qui défendait l'idée que la richesse, l'accumulation du capital vient de l'accumulation des métaux précieux. C'est-à-dire qu'il faut faire de telle sorte qu'il y ait une entrée massive de métaux précieux dans l'économie et éviter les sorties, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire tout simplement qu'il faut encourager les exportations et décourager les importations par une protection, si vous voulez. Alors, donc ça, c'est la conception d'Adam Smith, hein, la conception du progrès, d'après Adam Smith. Alors, cependant, qu'en pense, par exemple, la thèse de Marx, hein, la théorie de Karl Marx, c'est-à-dire que les marxistes, pour eux, le progrès relativement à l'histoire des modes de production, donc le progrès est considéré comme une évolution historique. Une évolution historique. Donc, en effet, d'après Marx, la société est censée évoluer du communalisme primitif à l'esclavage, au féodalisme, au capitalisme, au socialisme et enfin au communisme. Donc, si vous regardez cette conception, cette définition du progrès d'après les marxistes, il y a une différence, n'est-ce pas? Une différence avec la conception d'Adam Smith du progrès. Alors, donc, pour Marx, le progrès va donc au-delà du capitalisme. Alors que pour Adam Smith, le capitalisme, véritablement, c'est le progrès. C'est-à-dire que lorsque le capital se développe, hein, lorsqu'il y a une plus grande accumulation du capital, donc la société progresse positivement. Alors que pour Marx, véritablement, le capitalisme, c'est une étape, n'est-ce pas, mais n'est pas l'étape ultime du progrès. Parce qu'après le capitalisme, il y a une étape que la société pourrait connaître, c'est le socialisme et enfin le communisme. Donc le communisme devient, selon la conception de Marx, l'étape ultime du progrès. Entre le 19e siècle et le 20e siècle, maintenant, l'idée du progrès a pris la forme d'un résultat, d'un processus que l'on peut impulser, n'est-ce pas? Donc, suivant les premières conceptions du progrès, donc le progrès est lié par, disons, dépend du temps. Le progrès, c'est un phénomène inéluctable, hein, donc c'est une progression historique. Hein. Maintenant, à partir entre le 19e et le 20e siècle, il y a l'idée du progrès a pris une autre compréhension, a pris une autre a pris la forme d'un résultat, d'un processus. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on peut impulser par la politique économique, que l'on peut provoquer, voilà, ou bien que l'on peut accélérer. Alors, donc le progrès peut être provoqué, accéléré par tout simplement les décideurs qui peuvent utiliser les instruments de politique économique pour y arriver. Alors, à titre illustratif, on peut convoquer deux faits historiques. Hein. Le premier fait, c'est le projet d'industrialisation de l'Allemagne, avec la théorie de Friedrich List, qui pensait qu'il faut, pour rattraper, disons, les puissances industrielles, il faut fermer les frontières, protéger l'économie et soutenir l'industrie naissante. Donc, l'objectif, c'était d'arriver à un progrès.
Donc, c'est véritablement disons, l'instrument, la protection était l'instrument qui est utilisé ou bien qui est vulgarisé tout simplement pour arriver à provoquer ou accélérer le progrès. Ça, c'est le premier fait historique, c'est-à-dire le projet d'industrialisation de l'Allemagne. Le deuxième fait historique, c'est les politiques interventionnistes à partir de la crise de 1929, hein, dans l'optique d'une régulation du capital. Hein, c'est-à-dire en 1929, lorsqu'il y avait une crise également, la théorie keynésienne avancer l'idée selon laquelle on peut utiliser la politique monétaire et la politique budgétaire pour relancer la demande, n'est-ce pas, avoir une croissance économique et prétendre au progrès. Donc, ces deux faits historiques, en fait, qui montrent que le progrès peut être impulsé par les pouvoirs politiques, par les décideurs, en utilisant les instruments de politique économique. Alors, maintenant, ça, c'est, disons, des précisions concernant le concept de progrès. Maintenant, comment on est passé de ce concept-là, du progrès au développement? Alors, le développement, c'est quoi en tant que tel? Donc, comme on l'a dit dans les premiers diapos, le développement est un phénomène d'après-guerre, n'est-ce pas? Donc, le concept de développement, véritablement, c'est un concept qui a été introduit dans la science économique après la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Donc, l'idée du développement a de multiples héritages. Hein? Voilà, donc l'un découle des préoccupations d'abord de l'Amérique latine, échec du développement de l'Amérique latine, même après un siècle d'indépendance, avec une tentative d'explication de l'échec qui est tirée des récits coloniaux, de la distinction des personnes développées et arriérées en termes moraux et psychologiques. Donc, il y a des faits historiques, n'est-ce pas? Ces faits historiques ont participé à la conception, ont participé véritablement à la, disons, à l'amélioration ou bien à la conception, voilà, de ce terme-là de développement économique. Alors, donc, le premier fait historique que l'on peut convoquer, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'échec du développement de l'Amérique latine, n'est-ce pas? L'Amérique latine a été colonisée un siècle après la colonisation, après son indépendance, le pays a commencé à sombrer et à connaître, disons, des reculs sur le plan économique. Et les premiers récits coloniaux ont montré ou bien ont avancé l'idée selon laquelle c'est parce que tout simplement c'est une question de mentalité et que les populations d'Amérique latine n'ont pas pu se développer parce que tout simplement elles étaient assaillies par une mentalité arriérée. Voilà, donc c'est une question de mentalité. Hein? Donc les coloniaux, les colonialistes, excusez-moi, ont pu développer les pays, mais après l'indépendance de ces pays-là, ces pays ont commencé à sombrer parce que tout simplement, d'après les récits coloniaux, ces pays étaient dirigés maintenant par des esprits arriérés. Alors, donc, ouais, c'est un peu, disons, voilà, la conception des premières, des premiers, le premier fait historique qui a participé à la conception de ce terme de développement économique. Alors, d'autres explications convoquent la thèse de la dépendance. Voilà, donc le développement des pays n'ont pas pu se développer parce que tout simplement, elles ont une mauvaise insertion dans le commerce international. Donc, c'est des pays qui dépendent hein, des pays occidentaux qui les ont colonisés, qui exploitent leurs ressources, n'est-ce pas? Et ces pays-là ne proposent au marché international que des produits primaires et importent des produits manufacturés, par exemple, des produits transformés. Alors, donc, il y a une mauvaise insertion dans le commerce international. Il y a une dépendance. Hein, la dépendance, maintenant, peut être politique, la dépendance peut être économique. Hein, voilà.
Donc, c'est cette dépendance-là qui n'est pas favorable au développement de ces pays. Alors, l'autre héritage historique plus positif est que le succès de l'Union soviétique. Voilà, donc les pays de l'Union soviétique ont su également planifier leur développement avec des plans quinquennaux lancés à partir de 1928 et ont été l'un des catalyseurs notables de son industrialisation rapide. Voilà. Donc, on voit que ces faits historiques-là ont participé à la conception de ce terme de développement économique et de montrer en réalité que c'est un développement que l'on peut provoquer, que l'on peut avoir comme objectif de politique économique en utilisant les instruments de politique économique dont disposent les décideurs. Alors, les maintenant, la pluralité du développement. Le développement, c'est aussi le développement. Il y a donc il y a plusieurs conceptions, il y a plusieurs compréhensions du développement. Alors maintenant, aujourd'hui, les perspectives dominantes, le développement en tant que croissance et modernisation. Donc, on associe souvent développement à la croissance économique. Pourtant, c'est deux notions qui sont différentes. Le développement, a une dimension est multidimensionnelle et la croissance économique n'est pas multidimensionnelle, n'est-ce pas? Alors, donc le développement englobe plusieurs aspects, plusieurs dimensions de la vie, alors que la croissance économique, elle est quantitative. Donc, c'est une augmentation du niveau de vie, tout simplement. Alors, maintenant, le développement, il y a l'éducation, il y a la santé, donc, c'est un concept qui est multidimensionnel. Maintenant, souvent, on associe développement et croissance économique. Alors, le développement est également pensé comme une élimination de la dépendance. On a dit que des pays sont sous-développés parce qu'ils sont dépendants de l'extérieur, dépendants des pays développés. Donc, si on parvient à rompre cette dépendance-là, on peut provoquer le développement de ces pays. Donc, le développement conçu, compris comme une élimination de la dépendance. Alors, le développement comme amélioration du bien-être et du développement humain, ça c'est la théorie d'Amartya Sen. Donc, puisque l'individu, c'est lui qui est au cœur du développement économique, alors, si on parvient à améliorer son bien-être, sa qualité de vie par l'éducation, améliorer également, disons, son niveau de santé, hein, donc, c'est ça le développement. Donc, le développement, c'est en réalité une amélioration du bien-être et du développement humain, n'est-ce pas? Participation démocratique, etc., etc. Donc, c'est en réalité cette conception du développement-là qui a donné naissance à l'indice de développement humain. Alors, le développement en tant que renforcement des capacités est centré sur les personnes. Développement en tant que développement durable. Donc, tout ça, ça montre une évolution de ce concept-là. Le développement durable est compris comme un développement qui permet aux générations présentes de satisfaire leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Donc, c'est un développement qui intègre tout simplement aussi la dimension environnementale, la dimension également d'une répartition intergénérationnelle des richesses et des revenus. Alors, donc, le développement aussi en tant qu'autonomie culturelle et localité de l'histoire, le développement en tant que mono-économie, retour à la microéconomie, le développement aussi comme respect de la mondialisation. Donc, il y a plusieurs conceptions du développement. Voilà. Alors, maintenant, contrairement, disons, voilà, c'est le concept du développement. Maintenant, il est important aujourd'hui, puisqu'on sait que le développement peut être provoqué, donc peut être planifié. Il faut tout simplement aussi
voir aussi on verra dans les diapos là, qui vont suivre comment on peut planifier le développement, n'est-ce pas, en ce qui concerne les pays africains, quelles ont été les conditions initiales de la planification du développement. Alors, contrairement aux premières décennies de l'indépendance de l'Afrique, lorsque la fin du colonialisme a servi de condition initiale à la planification du développement, la planification du développement au XXIe siècle a comme condition initiale les décennies perdues, les décennies perdues de 80 et de 90. Donc, les 6 diapos là qui vont suivre maintenant présentent ces conditions initiales de la planification du développement en Afrique. Alors, cette condition, l'une des conditions à partir des années 80, c'est ce qui apparaît à travers ce graphique. Donc, c'est la crise des termes de l'échange à partir de 1980. La crise des termes de l'échange. Donc, le terme de l'échange, c'est un rapport entre la valeur des biens exportés et la valeur des biens importés. Le rapport entre l'indice des prix des exportations et l'indice des prix des importations. Donc, si vous voyez ici, il y a 3 courbes qui sont représentées dans le graphique. Donc, ça montre une évolution des termes de l'échange des pays africains. Donc, il y a l'Afrique subsaharienne et les pays nord-africains. Voilà. Alors, donc, si vous voyez ici ces courbes, vous voyez que donc les courbes étaient ascendantes, n'est-ce pas? Donc, et ont dépassé la barre des 100. Cette barre des 100 représente une égalité de valeur des biens exportés et des biens importés. Donc, les termes de l'échange étaient supérieurs à 100 à partir de 1974, mais tout en connaissant aussi une évolution erratique. À partir de 1980, si vous voyez les courbes, n'est-ce pas, il y avait maintenant une chute de ces termes de l'échange-là, qui montre que tout simplement, les biens que l'Afrique exporte, n'est-ce pas, ont de plus en plus, ont de moins en moins de valeur par rapport aux biens que l'Afrique importe. Ça veut dire que donc, les prix de nos exportations dégringolent, les prix de nos exportations baissent, chutent, alors que les prix des biens que nous importons augmentent. Cela veut dire tout simplement que nos importations de matières premières avec des prix qui sont volatiles au niveau international, qui baissent, qui ne cessent de baisser, alors qu'à côté, on importe des biens dont les prix augmentent, n'est-ce pas? Donc, c'est révélateur véritablement de notre mauvaise insertion dans le commerce international. Alors, on exporte des produits primaires, n'est-ce pas, avec des prix qui baissent, et on importe en retour des produits transformés, n'est-ce pas, des produits manufacturés avec des prix qui augmentent. Voilà, donc ce qui peut créer d'importants déséquilibres dans notre économie. Et l'un des déséquilibres que cela provoque dans l'économie, c'est ce qui est représenté ici dans le tableau. C'est l'effondrement de l'épargne, n'est-ce pas? Donc l'épargne qui baisse véritablement à partir de 1980. C'est à cause véritablement de cette baisse des termes de l'échange. Donc si vous voyez ici le tableau, vous voyez que donc à partir de 1900, pour l'Afrique subsaharienne, l'épargne était égale à 13,6% entre 80 et 84. Mais à partir de cette date-là, ça baisse, n'est-ce pas? Donc on est passé disons, on est passé véritablement 11,2%, on est passé à 11%. On est, voilà, donc on est passé de 17,6 en 80 et 84 pour l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire que tout à fait au niveau de la dernière ligne, n'est-ce pas? En 85-89, on a, disons, l'épargne par rapport au PIB qui se situe à 16,5%, 15,3% entre 90 et 94. Donc, vous voyez que donc, il y a une chute, il y a une baisse au niveau de l'Afrique subsaharienne de l'épargne. Cette baisse de l'épargne, tout simplement, est expliquée par ailleurs par la baisse
de ces termes de l'échange. Voilà. Donc, lorsque l'on exporte des produits primaires avec des prix qui baissent, donc le revenu des exportations baisse. Par contre, le revenu les importations, les dépenses d'importation augmentent parce qu'on importe de plus en plus des biens dont les prix augmentent au niveau international. Donc, ça crée, disons, un déficit important de la balance courante, n'est-ce pas, qui provoque également un endettement parce qu'il y a une sortie de plus en plus de ressources vers l'extérieur. Il y a des fuites. Donc, c'est ça la baisse n'est-ce pas, de l'épargne, l'une des conditions initiales dans la planification. Et cette baisse de l'épargne également a entraîné ou bien est l'un des facteurs qui ont entraîné également une évolution erratique. Si vous voyez, il y a une évolution erratique du PIB par habitant. Donc, ce PIB par habitant-là qui n'est pas stable, ça chute à partir de 1980. Donc, voilà. Donc, à partir de 1980, en tout cas, on a remarqué ces phénomènes, baisse des termes de l'échange, baisse de l'épargne et baisse du PIB. Voilà. Donc, c'est révélateur véritablement d'une décennie perdue. Alors, maintenant, la décennie perdue rend plus problématique l'impact de la COVID-19. Donc, la pandémie aujourd'hui nous a rappelé qu'il y a véritablement une nécessité de reprendre la planification. Il y a une nécessité de rattraper véritablement cette décennie perdue parce qu'aujourd'hui, il faut faire de telle sorte que notre économie puisse produire le maximum de biens et des biens diversifiés pour assurer la demande intérieure, n'est-ce pas? C'est-à-dire réduire cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Parce que, comme je l'ai dit au début, la pandémie a accéléré aujourd'hui le sentiment d'un repli sur soi. Donc, il faut parvenir à pouvoir satisfaire nous-mêmes nos besoins de consommation. Cette décennie perdue également, si vous voyez la part des exportations mondiales dans les produits manufacturiers, donc ça montre également que la planification n'a pas jusqu'à présent réussi. Tout au moins, il y a des décennies qui sont perdues en termes de planification. Donc, si vous regardez ce graphique-là, vous voyez que donc, pour les pays asiatiques comme la Chine, l'Asie de l'Est, donc vous voyez que l'Union européenne, les exportations de produits manufacturiers dépassent les 25%. 25%, 35% pour l'Asie du Sud-Est et même 40, plus de 45%, plus de 40% pour l'Union européenne. Alors qu'en Afrique, c'est très faible, les exportations de produits manufacturiers. Donc, c'est entre 0 et 0,5% et 1%. Donc, voilà, c'est très faible pour les pays africains. Donc, c'est révélateur également de cette décennie perdue en termes de planification. Alors, maintenant, compte tenu de ces conditions-là, aujourd'hui, quelles sont les leçons de la pandémie de COVID-19? Alors, l'impact relatif de la COVID-19 en termes de mortalité, certainement, on l'a vu nous tous, a été léger en Afrique, hors Afrique du Sud. La pandémie a exposé les faiblesses également du développement. Elle nous a montré également véritablement les faiblesses de nos économies. Nous a montré également la nécessité véritablement de procéder à une transformation de notre économie. Il y a aussi, avec la pandémie, en tout cas, qui nous a révélé nos différents maux, il y a une vulnérabilité des moyens de subsistance dans une économie hautement informelle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, même quand on parlait de confinement, c'était quasi impossible compte tenu du fait que notre économie est quasi dominée à plus de 80-90% par l'économie informelle. Voilà. Donc, et c'est une partie de l'économie qui échappe au contrôle des pouvoirs publics, qui échappe à la législation, avec des revenus qui sont précaires, qui ne sont pas stables. Donc, il est très difficile de les confiner. Donc, c'est ce qui a tout simplement, disons, rendu difficile l'application du confinement dans nos pays africains. Alors, faiblesse également de la capacité de fabrication. La COVID également nous a montré que notre
secteur manufacturier n'est pas très développé. Hein, voilà, parce que malgré tout, on est obligé à chaque fois d'importer parce qu'il n'y a pas une production intérieure capable de remplacer les importations. Donc, si par hasard les chaînes d'approvisionnement sont coupées par la pandémie, l'Afrique allait se retrouver dans des situations très difficiles parce que une grande partie de la demande des biens de consommation de ces populations dépendent des importations de produits manufacturiers. Parce qu'il n'y a pas une production, un secteur manufacturier local capable de produire assez de biens et services pouvant être utilisés en remplacement des biens qui sont importés. Alors, faiblesse générale également des établissements de santé publique. La COVID nous a montré également que on n'a pas assez d'hôpitaux, on n'a pas assez de postes de santé, on n'a pas assez de lits d'hôpitaux, hein, etc. Donc, il y a véritablement des investissements que l'on doit faire dans ce secteur-là de la santé. En tout cas, il nous a montré véritablement que notre offre de services santé est très faible par rapport à la demande potentielle. Faiblesse également de l'architecture, sciences et l'innovation, n'est-ce pas? Donc, même vous voyez, y a les masques qui étaient importés. Hein, donc, cela montre que tout simplement l'innovation et la capacité également de production des pays africains est très faible. Alors, donc, tout ça, c'est des mots que la pandémie nous a permis véritablement de comprendre. Voilà, ou bien d'être conscient véritablement que on est dans l'urgence de procéder à une transformation structurelle de nos économies. Voilà. Alors maintenant, pour pouvoir planifier le développement, pour se préparer, surtout pour l'avenir, avoir une vision prospective, parce que ces maladies-là, comme la COVID-19, les scientifiques disent qu'il y en aura d'autres. Donc, pour pouvoir se préparer à tout ça, il faut arriver à une transformation structurelle des économies africaines. Maintenant, comment planifier comment planifier le développement du continent? Comment planifier la transformation structurelle du continent? Alors, donc, ce slide-là, ou bien les slides qui vont suivre, vont parler des principes et économies politiques de la planification du développement. Alors, penser le développement national dans un cadre de développement régional, c'est-à-dire pour planifier le développement du continent africain, il faut penser dans un cadre régional. Voilà, parce que nous avons des zones d'intégration. Donc, avec nos petits pays, les petits États, véritablement, il nous serait très difficile de planifier un développement, de planifier le développement dans le cadre de nos petits pays, n'est-ce pas? Donc, il faut penser dans un cadre, penser le développement, planifier le développement dans un cadre de développement régional. Alors, penser également avec le plan de Lagos. Voilà, donc il faut également tirer des enseignements de ce plan-là, ce qui a été comme une réussite, ce qui a échoué, n'est-ce pas, et pour pouvoir aller de l'avant. Atténuer également les effets négatifs des petits pays et des petits marchés. Mise en commun des ressources, c'est fondamental. Mise en commun des ressources, interconnexion de nos infrastructures routières, etc., pour pouvoir développer le marché africain. Alors, lutter contre les effets des contre-courants, et renforcer l'effet de propagation dans le développement régional. Internaliser le moteur de la croissance et lutter contre la volatilité des termes de l'échange. Renforcer également les liens intersectoriels. Voilà, c'est fondamental. Renforcer les liens entre le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur des services. Intégrer également les aspects socio-économiques de la planification, mettre le focus sur les résultats du développement en matière de bien-être et atténuer le coût du bien-être et améliorer aussi le bien-être. Alors, la planification du développement doit aussi être guidée par l'établissement d'un programme visionnaire. Donc, le caractère contesté des aspirations de développement national et régional, avoir également, disons, l'importance du plan de développement en tant qu'effort de mobilisation nationale
pour l'inclusivité et l'appropriation du plan. Il faut faire également un travail consultatif étendu dans le cadre du processus de planification. Et un plan aussi est autant un projet politique qu'un effort technique. Voilà. Même si l'aspect technique est profondément politique, donc c'est une vision politique. Donc ça met en marche véritablement une vision politique. Le travail de développement du plan est mieux coordonné par une commission nationale de planification. C'est-à-dire que donc pour également mettre en place ces planifications-là, il faut mettre en place une commission nationale de planification que l'on peut doter de l'autorité requise. C'est-à-dire sur le plan institutionnel, il y a des arrangements que l'on pourrait faire, avoir des organes qui sont autonomes sur le plan, déjà même sur le plan des mandats. Par exemple, quand on veut par exemple, développer le secteur industriel, aujourd'hui, le développement industriel, c'est une vision de long terme. On ne peut pas aujourd'hui développer à très court terme une industrie. Donc, il faut avoir une vision de long terme. Cependant, les pouvoirs politiques qui incarnent, n'est-ce pas, l'État en général, c'est des hommes politiques qui sont élus pour un mandat de 5 ans, de 6 ans et de 7 ans. Donc, la politique industrielle a une vision plus, disons, sur le plan temporel. Voilà, donc c'est une vision de long terme, alors que le pouvoir politique, il est là pour à court terme. Alors, donc, il y a un problème de synchronisation des objectifs. L'objectif du pouvoir politique, en général, diffère un peu de l'objectif de développement industriel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être il faut mettre en place ce qu'on appelle des institutions de politique industrielle, des institutions de planification, alors, qui peuvent être autonomes par rapport au pouvoir politique, n'est-ce pas? Donc, sur le plan institutionnel, il y a des arrangements que l'on pourrait faire tout simplement pour faire de telle sorte que ceux qui sont chargés de planifier à long terme l'économie puissent être indépendants et puissent être détachés véritablement des contingences politiques. Euh, toujours les principes de la planification du développement. Une bonne planification nécessite aussi un processus méthodique qui définit clairement les étapes menant à des solutions optimales. Donc, ce processus doit refléter les principes suivants. Donc, pour avoir un bon plan, une bonne planification, le plan doit être complet, c'est-à-dire toutes les options et impacts importants sont pris en compte. Le plan également doit être efficace, efficace du point de vue de l'utilisation des ressources, efficace également du point de vue de l'atteinte des objectifs dans le temps. Le plan également doit être inclusif, c'est-à-dire que tous les acteurs, toutes les personnes concernées par le plan doivent être s'impliquer, doivent donc être prises en compte. Informatif, donc la transparence, les résultats ainsi que les étapes qui sont dépassées, etc. Donc tous les parties prenantes doivent en être informées. Et également intégrer les décisions individuelles de court terme doivent aussi soutenir les objectifs stratégiques de long terme. Le plan également doit être logique. Donc, chaque étape mène à la suivante. Chaque étape mène à la suivante. Donc, c'est véritablement un processus cohérent. Ça doit être un processus cohérent et aussi un processus transparent, dans la mesure où toutes les personnes impliquées comprennent comment le processus fonctionne et quelles sont les étapes qui restent à franchir et quelles sont les étapes qui sont dépassées et quels sont également les résultats. Alors, donc, le cadre de la planification, maintenant, c'est un cadre de planification définit donc la structure de base du processus de planification. Cela inclut généralement les composants suivants. Le cadre. Il y a les principes, une règle ou un concept de base utilisé pour la prise de décision, la vision. Il faut avoir une vision, une description générale du résultat souhaité, c'est-à-dire l'objectif final souhaité lorsque l'on planifie, lorsqu'on met en place le cadre. Le problème également, c'est quoi le problème? Une condition indésirable à atténuer, c'est-à-dire le problème, par exemple, dans ce module-là, on a parlé des problèmes, c'est-à-dire on a parlé de la décennie perdue, le fait que avec depuis 1980, la chute des termes de l'échange, la baisse de l'épargne,
une croissance assez volatile, baisse également du revenu par habitant, etc., etc. Donc, c'est une situation que l'on voudrait, par exemple, changer. Donc, il faut avoir une vision. La vision, c'est que donc on veut véritablement arriver à une transformation de notre économie pour rompre avec cette, cette situation de nos économies. Alors, donc, c'est ça la vision, donc avoir une description générale du résultat souhaité. Voilà. Donc, le problème aussi, c'est ça le problème. Donc, le problème, c'est qu'on veut véritablement arriver à rompre avec ça. Donc, il faut identifier le problème et véritablement chercher les solutions euh, pour, euh, euh, pour le résoudre, ou bien pour les résoudre. Alors, objectif, une condition générale souhaitable à atteindre, généralement trop générale pour être quantifiée, comme la richesse, la santé, l'égalité, la liberté et l'équité, n'est-ce pas? Objectifs, maintenant, qui sont les objectifs spécifiques, hein, qui sont potentiellement quantifiables. Donc, quand on met en place l'objectif de la planification, l'objectif général, ça peut être un objectif qu'on peut ne pas quantifier, qui est général, un objectif général, non quantifiable, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, pour les objectifs spécifiques, véritablement, il faut que ces objectifs-là soient quantifiables. Hein, pour soit quantifiable. Par exemple, on va dire amélioration des termes de l'échange, ou bien on veut arriver à un taux de croissance à 2 chiffres. Donc ça, c'est des objectifs qui sont quantifiables, qui peuvent être des objectifs spécifiques. Mais l'objectif général, évidemment, c'est arriver à une transformation structurelle de nos économies. Voilà. Donc, c'est un exemple d'objectif général et d'objectif spécifique. Également, les objectifs aussi doivent être mesurables pour pouvoir véritablement évaluer chaque étape dépassée. Alors, toujours dans le cadre de la planification, le plan, un schéma ou un ensemble d'actions, il peut s'agir d'un plan stratégique, général et large, ou d'une action spécifique et étroite. Alors, il faut mettre aussi en place des politiques ou stratégies, un plan d'action mis en œuvre par une juridiction, une organisation, avoir des programmes, un ensemble spécifique d'objectifs, de responsabilités et de tâches au sein d'une organisation. Également définir les tâches, la portée également, et également avoir des critères d'évaluation, les impacts considérés dans une analyse, et également la méthodologie d'évaluation. Tout doit être défini pour mettre en place le cadre de planification. Alors, donc, c'était ça le premier module à présenter. Maintenant, quels sont les points de discussion? Alors, les points de discussion que l'on peut véritablement discuter en ligne pour, pour répondre à ces questions-là. La première, c'est pourquoi planifier, pourquoi la coordination, pourquoi penser et planifier, n'est-ce pas, le développement, qui sont les agents du développement, quel rôle pour la fonction publique, et également au-delà de l'État, de Nike Watchman, et pourquoi est-ce plus qu'un simple État capable de, c'est-à-dire comment sur le plan institutionnel organiser la planification, c'est important également, comment concilier ou bien comment synchroniser les objectifs de la planification et les objectifs des pouvoirs politiques. Là également, c'est un point de discussion qui me semble important. Et transformation structurelle, qu'est-ce qu'on entend par transformation structurelle et quel est le rôle? Moi, j'aurais dit quel est, par exemple, le rôle du secteur manufacturier dans le processus de transformation structurelle. Alors, donc, c'est des points de discussion et que nous pourrons échanger en utilisant la plateforme. Alors, point de discussion aussi, quels sont les moteurs du développement, identification des secteurs pilotes, quels sont les mécanismes pour favoriser les liens intersectoriels, donc comprendre également les liens entre politique économique et sociale, quels sont les liens, pourquoi sont-ils importants, quels sont les principes normatifs, quels sont les mécanismes de
d'approvisionnement, les modes d'approvisionnement et de couverture, et qu'en est-il également des inégalités, hein? Pourquoi la réduction des inégalités est importante dans le processus de planification? Voilà. Donc, quels sont également les éléments constitutifs d'un cadre de planification? Voilà. Exemple d'objectif général d'un plan de planification, exemple d'objectif spécifique de planification. Je pense que c'est des thèmes sur lesquels on pourrait échanger en utilisant la plateforme. Alors, donc, merci, cher public, et à bientôt.